Les abductions ont lieu sur tous les continents. Je vois 3 ou 4 petits êtres qui sont à côté de moi. Et c'est là qu'il m'a implanté ce truc dans la jambe. Je crois que ce sont des gens qui ont vécu quelque chose. Ça, j'en suis convaincu. La peur du ridicule pousse plutôt les gens à se taire qu'à s'avancer pour en parler. On peut considérer qu'il y a des débuts de preuves et qu'il y a des choses extrêmement troublantes. Je pense que c'est un vrai mystère. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit, jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon piédestal. J'ai perdu ma réputation, mon travail, et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes, de traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. L'une de mes enquêtes les plus dérangeantes avait eu trait aux observations d'OVNI. Ces investigations m'avaient profondément troublé et laissé sans réponse face au plus grand mystère depuis l'aube des temps. Sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? Depuis lors, restait ancrée en moi une interrogation qui me laissait sans repos. Si on acceptait que les ovnis survolaient bien notre planète, et même parfois se posaient sur Terre, on pouvait supposer que ces engins étaient habités. Des ufologues, des spécialistes des ovnis, prétendent même que des êtres humains sont enlevés par des visiteurs extraterrestres. Abduction. Voilà le nom donné à ces kidnappings d'êtres humains. Des phénomènes à première vue totalement invraisemblables. Pourtant, ces événements violents et inquiétants se multiplieraient dans le monde. Selon l'institut de sondage américain Roper, plus de 3 millions d'Américains affirment avoir vécu ces expériences inouïes. En pleine nuit, ils se réveillent en sursaut, paniqués, paralysés, avec, dans leur chambre, des créatures venues les enlever. Je voulais bien croire à leur bonne foi, ne pas les prendre pour des illuminés. Mais étais-je prêt à admettre qu'un peu partout sur la planète, des extraterrestres pouvaient nous enlever? Comme toujours, j'avais besoin de témoignages, de preuves tangibles. Mais comment trouver ces témoins? Les abductés, comme on les appelle, préfèrent souvent ne pas raconter leur histoire traumatisante. Mais depuis le temps, je sais mener une enquête. Ma première piste partait non loin de Paris. C'était mon premier indice, un début d'histoire. Nous sommes le 10 janvier 98. Quelques amis, partis à la chasse, aperçoivent un ovni de 50 mètres de diamètre. L'un d'eux affirme même avoir été emmené dans cet engin. Il fallait que je fasse parler ces témoins. Plutôt discrets, ces chasseurs, j'ai eu le plus grand mal à retrouver enfin la trace de l'un d'entre eux dans le Var. Dans ce petit village, Garéou, j'ai mis la main sur François. Aujourd'hui retraité, il s'était éloigné d'Aravilliers et de cette histoire d'enlèvement. C'était un ancien contrôleur aéronautique dans la plus grande entreprise française et un ex-pilote d'avion. Jusqu'en 98, il ne s'était jamais intéressé aux ovnis. Tout cela me semblait assez prometteur. J'attendais de lui des informations précises, un témoignage étayé qui lancerait mon enquête. Moi, j'avais là ce que j'avais vu, donc cette masse, et le seul qui a pu raconter ce qu'il avait vu, à l'intérieur, c'était mon ami là, qui est décédé. Le principal témoin était mort, ça commençait mal. Mais je décidai quand même de poursuivre l'entretien, prêt à saisir la moindre info. J'arrive le premier sur les lieux, oui, pour me garer sur le petit parking. On dit un parking, mais enfin c'est dans l'herbe, l'arrière de la voiture, au rang de la forêt. J'attends les autres, et tout à coup, j'ai entendu un souffle extrêmement curieux. Et au moment où ça passe au-dessus de ma voiture, des couleurs d'environ 10 cm de diamètre, propulsées par un engin noir d'au moins 50 mètres de diamètre. Moi, j'ai vu l'engin tout seul, et mes collègues chasseurs, eux, l'ont vu dans la plaine, une fois qu'il s'était posé. Et c'est là que mon meilleur ami, qui s'occupait beaucoup de la chasse, dit avoir été emmené dans l'engin. Pendant plusieurs semaines, on n'en parle à personne. Moi, je n'en parle pas à la maison non plus.
Et puis un jour, un matin, au moins 15 jours, 3 semaines, en arrivant à la chasse, mais au fait, est-ce que tu as vu quelque chose l'autre jour? Ah bah oui, j'ai vu ci. Ah bah ils m'ont emmené. Voilà. Toute l'histoire s'est enchaînée. Attendre un mois pour raconter un événement aussi extraordinaire, ça me semblait étrange. Ça ne nous est même pas venu à l'esprit d'en parler à l'extérieur, d'en parler avec nos amis de la chasse, alors qu'on se voyait tous les samedis. Et les plus grands détails sont venus peut-être un mois après seulement. Hein. Malgré mon insistance, François sera incapable de m'expliquer clairement ce silence incompréhensible. Mais lorsque ces hommes racontent enfin ce qui leur serait arrivé, les choses se compliquent. Selon François, pour les témoins principaux, les conséquences seront très lourdes. Au bout de un mois, 2 mois, on a eu des grosses séquelles. On a un monsieur qui avait la soixantaine, qui venait à la chasse avec nous, et du jour au lendemain, qui a complètement changé. Son boulanger, son boucher ne voulaient plus le voir dans le magasin, parce qu'ils étaient obligés de pendant 3 heures d'ouvrir les portes pour tout parfumer, tellement ils sentaient mauvais, ils ne voulaient plus se laver, puis rien du tout, rien du tout. Et ils ont fini par l'interner. Ah oui, quelque chose d'incroyable. Une observation d'OVNI dont on ne parle pas. Un enlevé qui n'est plus là pour témoigner. Des témoins qui finissent à l'hôpital psychiatrique. Beaucoup de flou entourait cette histoire. Soit cet homme affabulait, soit il ne souhaitait pas me dire toute la vérité. Il me fallait d'autres preuves, ou mon investigation s'arrêterait là. Et c'est par le plus grand des hasards que mon enquête allait rebondir. Quelques jours plus tard, alors que j'avais mis l'affaire d'Aravilliers de côté, je recevais un email d'un de mes contacts. Dans le message, beaucoup d'informations sur les abductions que je connaissais déjà. Mais, noyé au milieu de ces données, je découvrais enfin ce que je cherchais. Une vidéo du chasseur enlevé dans laquelle il racontait en détail son expérience. Ce jour-là, M. D est interrogé par 3 ufologues 7 ans après son enlèvement. Nous sommes en 2005. L'ultime et unique témoignage de M. D avant sa mort. Je me suis réveillé, j'avais du hublot, mais j'en avais un à côté de moi. J'ai commencé par les pieds, je dis putain, bon Dieu, merde, qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, c'est 2m10, 2m15, et les épaules, alors c'était comme ça. Et puis, pour finir, la tête d'aigle, mais l'aigle plus que royal. Hein. Et le robot, là, à coup sûr, je peux dire que c'était un robot. Et qui avait c'est celui qui avait les dents? Non. Oui, voilà, c'est celui-là, je peux vous faire voir. Il y avait 2 rondelles en plexi, là, et il n'y avait rien derrière. Le casque est un peu rond de tous les côtés, tout droit. Un extraterrestre de 2m10, avec une tête d'aigle et un robot? Pas très sérieux à première vue. J'avais presque envie de tout lâcher. Pourtant, ces hommes semblaient sains d'esprit, dignes de confiance. François avait été cadre dans une grande entreprise européenne et M. D était ingénieur sur la base de l'armée de l'air de Taverny, accrédité secret défense. Je continuais à visionner, perplexe. Et dans la suite du récit, surgit un détail capital. Enfin, un élément auquel me raccrocher. J'ai entendu 2 sons en tout et pour tout, sur toute l'aventure. Quand le petit robot, quand la première fois dans le premier engin, parce que je voyais le plafond voûté qui était crème assez soutenu d'ailleurs, qui était à côté de moi à gauche, là, à gauche. Il y avait le casque qui dépassait où j'étais allongé, qui a regardé à gauche, à droite, s'est penché, et d'une voix métallique m'a dit « Tao Bo ». Tao Bo. Est-ce que ce vocable avait un sens caché? Après quelques recherches, je découvris que Tao Bo est une exoplanète, une planète située en dehors de notre système solaire, découverte par 2 chercheurs suisses, Michel Mayer et Didier Queloz. En 2014, une équipe de scientifiques américains a publié une étude semblant prouver la présence d'eau dans l'atmosphère de cette exoplanète. Intéressant. Même si le témoin avait pu avoir vent de cette planète et l'avoir raccroché à son histoire, je décidai de continuer. Mais je savais aussi qu'enquêter dans le domaine de l'ufologie serait compliqué. La mise en garde de Michel Ribardière, professeur de mathématiques et ufologue, me revenait en mémoire. L'ufologie, c'est un endroit où vous avez, c'est un réseau de folie. C'est un réseau de folie. Ouais, parce qu'il y a des pièges, et donc là, vous êtes grillé en 5 minutes. Hein. C'est normal parce que vous êtes dans la résistance là. La résistance. Le monde de l'ufologie est effectivement un univers secret à la limite de la paranoïa,
à l'opposé du monde scientifique. Des cercles d'initiés disséminés un peu partout dans le monde qui se retrouvent régulièrement pour discuter des dernières avancées dans ce domaine et des derniers cas emblématiques. Comme chaque premier vendredi du mois, en région parisienne, dans un restaurant anonyme d'une zone commerciale, Marc Ulrich a réuni son petit groupe d'ufologues et de partisans de l'existence d'une vie extraterrestre. Cadre commercial de profession, Marc s'intéresse à la question OVNI depuis 20 ans. Il y a énormément de gens qui se posent beaucoup de questions par rapport à ce qui peut se passer de plus en plus à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'observations, il y a des millions de gens qui observent des choses. Il y a de plus en plus de gens qui sont concernés, que le phénomène a tendance à s'accentuer et que mieux vaut que les gens sachent un peu de quoi ils retournent. Bon, cela étant, c'est pas public, c'est confidentiel. Devant cette assemblée attentive, mais quand même bien clairsemée, Elisabeth de Caligny expose un cas exceptionnel de contact extraterrestre, celui de Stan Romanek. C'est un abducté, comme on dit, quelqu'un qui est enlevé régulièrement par des entités qui ne sont pas vraiment humaines, il faut quand même le dire. Elisabeth de Caligny étudie depuis plus de 25 ans le phénomène OVNI, et en particulier les cas d'enlèvement extraterrestre. Spécialiste de ces phénomènes d'abduction, elle a enquêté sur le cas Stan Romanek dans le moindre détail. Car l'histoire de cet Américain de 52 ans serait hors du commun. Romanek vivrait une histoire riche et mouvementée, avec ce qu'il prétend être des extraterrestres. Une histoire qui débute en février 2001 avec une première abduction en plein cœur de Denver. Le premier enlèvement de Stan Romanek, ça a commencé très fort, il faut quand même le dire. Donc cet homme-là est assistant d'un gérant d'un magasin d'Anvers. Au moment de la fermeture, les clients reviennent en courant. Ils lui disent qu'il y a quelque chose qui flotte au-dessus du magasin. Effectivement, quand il sort, il voit un objet rougeâtre qui flotte au-dessus du magasin. Bon, l'objet s'en va, il prend sa voiture, il a une migraine épouvantable, donc il va aller se coucher tôt. Et dans la nuit, il va entendre des coups frappés à la porte, et à sa grande stupeur, il va voir sur le pas de la porte des petits êtres, 1m30 à tout casser, coups décharnés, 3 poils sur le caillou, genre filament blanc. Des grands yeux avec des grands iris bleus, donc il va se rebiffer. Et puis, il va être maîtrisé de toute façon, puisqu'on va lui mettre, on va lui appuyer sur la nuque et il va se réveiller le lendemain matin, pas bien, avec en bas du dos 3 points. On va voir qu'il y a une phosphorescence qui va durer un certain temps. Un peu énorme, non? Mais en septembre 2002, en octobre 2004, puis en avril 2006, Romanek dira avoir subi de nouveaux enlèvements, décrivant toujours les mêmes êtres décharnés et un vaisseau rempli de lumière. L'Américain, qui est réalisateur de films, décide alors de placer des caméras un peu partout dans sa maison. Et une nuit, il affirme avoir capturé ce que tous les ufologues rêvaient de voir. À vous de juger. Un visage d'un être qui apparaît à la fenêtre. Une image évidemment controversée, mais qui serait une première mondiale. Et selon Romanek, les phénomènes ne s'arrêtent pas là, et les visiteurs continuent de le harceler, lui et sa famille, laissant derrière eux des preuves de leur passage. En août 2009, avec son nouvel appareil photo, ma belle-fille a pris de très belles photos des nuages. Je les ai copiées sur mon ordinateur et j'ai remarqué quelque chose. Regardez là, regardez bien. Elle a une sœur jumelle qui nous a dit « Moi aussi, je veux prendre des ovnis en photo ». Et elle se rend prendre. Elle ne les a transférés que le lendemain matin et elle avait mis l'appareil photo près de l'ordinateur. 2 photos de plus avaient été prises. Je vais vous les montrer. Vous voyez les yeux? Sur la photo suivante, regardez les yeux, les narines et la bouche en bas. Nous pensons que c'est l'extraterrestre qui s'est pris en photo par erreur et qui a fait tomber l'appareil. Donc, si je résumais, Stan Romanek avait réussi à filmer un extraterrestre et ces êtres s'étaient pris en photo avec la caméra de sa fille. Des images certes troublantes, mais j'avais de sérieux doutes. Car l'abducté le plus célèbre du monde a fait de son expérience un véritable business. Livres, conférences. Au sein même de la communauté ufologique, certains voient dans le cas Romanek une simple supercherie. Il a beaucoup communiqué avec les médias, on le prend plus ou moins pour un charlatan. Il y a des tas de gens qui vont vous dire que c'est pas vrai. Moi j'ai tendance à penser que cet homme-là, il a vécu une drôle d'histoire quand même.
Si Elisabeth de Caligny avait le sentiment personnel que l'histoire de Stan Romanek était crédible, j'étais beaucoup moins convaincu. Un homme enlevé au moins 6 fois, pourquoi lui? Et qui filme ses visiteurs extraterrestres avec facilité? N'oublions pas qu'il est cinéaste. De plus, son expérience divergeait beaucoup des autres témoignages. En effet, dans mes recherches, j'avais collecté de très nombreux cas d'abductés. Comme Linda Cortile, enlevée en 1985 en plein New York devant le cortège de voitures transportant le secrétaire général de l'ONU, Pérez de Cuellar. Travis Walton, kidnappé en pleine forêt devant 6 de ses collègues bûcherons et retrouvé quelques semaines plus tard, hagard, désorienté. Mais surtout, Betty et Barney Hill, premiers abductés médiatiques, qui prétendent avoir été emmenés de force dans un engin spatial alors qu'ils rentraient d'un week-end au Canada. Nous sommes alors en 1961. Betty et Barney roulaient et soudain, ils ont remarqué un avion qui était vraiment très étrange, qui tournait pas loin d'eux et ils se sont arrêtés et Barney a pris des jumelles pour voir de quoi il s'agissait, pour essayer de comprendre. La voiture, en rentrant chez eux, avait des marques et puis eux-mêmes sur leur corps avaient des marques douloureuses et puis ils avaient ces cauchemars qui revenaient souvent. Et la chance qu'ils ont eue, c'est de rencontrer, je dirais, un thérapeute qui les a orientés vers quelqu'un qui savait pratiquer l'hypnose régressive et qui avait la possibilité de faire réémerger les souvenirs concernant cette soirée. Ils vont même nous parler de cette célioscopie, entre guillemets, qui a eu lieu sur Betty. Hein. Ils ont effectivement enfoncé une seringue ou quelque chose à l'intérieur de son ventre en passant par le nombril. Donc c'est une opération que l'on a inventée plus tard. C'est d'ailleurs en France que l'on va faire les plus grands progrès là-dessus, dans les années 70. Or là, on est au début des années 60. Cette fois, il y avait du concret, et assez troublant. La première célioscopie sera en effet réalisée en 72 à Lyon par le professeur Mouret, plus de 10 ans après la description de Betty Hill. Mais le récit ne s'arrête pas là. Lors de son abduction, elle aurait aperçu une sorte de carte, supposée représenter la galaxie d'origine des extraterrestres. Une carte qu'elle parvient à dessiner sous hypnose. Plusieurs années plus tard, près de 10 ans plus tard, une astronome du nom de Marjorie Fish va comprendre de quelle portion en fait stellaire il s'agit. Et tout le monde sera d'accord avec le fait, tous les astronomes, voyant la carte, sa projection en 3 dimensions, tout le monde sera d'accord pour reconnaître qu'il s'agit bien de l'étoile binaire Zeta Reticuli. Comment réussir à dessiner une galaxie découverte 10 ans après son enlèvement? Cette information me semblait stupéfiante. Mais devant tant d'expériences aussi différentes, je devais faire le point. Je cherchais à savoir s'il existait des similitudes entre toutes les affaires d'abduction. Les abductions ont lieu sur tous les continents par des personnes de tout niveau social, culturel, de toute profession. Un cas classique, c'est la bonne personne qui est dans son lit, le Pékin moyen, qui ne demande rien, qui dort profondément. Et puis une nuit, il va voir soit de la lumière bleue ou autre chose, avoir au pied de son lit des êtres pas très grands qui vont le paralyser. Et puis il ne va pas avoir le choix. Il va se retrouver d'un seul coup, en général, ils ne se souviennent pas du trajet. Dans une pièce très éclairée, sur une table, et on va leur faire des choses désagréables. Voilà. Les Américains, on le sait, sont friands de science-fiction. Il me fallait maintenant parler à un abducté français. Se réveiller en pleine nuit, paralysé, emmené dans un engin volant, c'est l'histoire qui sera arrivée à Fabrice. Il me l'a raconté sous le couvert de l'anonymat. Une affaire incroyable qui se déroule en Seine-Maritime. À 2 reprises, fin 2012, il aperçoit un ovni tout près de son domicile. Le 19 novembre 2012, à 7h30, j'étais posté sur mon balcon. Et en face, là, j'ai vu 5 objets non identifiés en forme triangulaire, noire. Surpris de voir ça, parce qu'on nous dit tout le temps que c'est pas possible, ça n'existe pas. Et ce jour-là, bah si, à 48 ans, je me suis aperçu que c'était réel. J'ai vu 2 sphères arriver carrément sous la Lune, mais 2 sphères à une vitesse incroyable. Et ça s'est stabilisé sur le bourg, plus vers la gauche, là. Et ça s'est déplié. Et il y avait des couleurs rouge, vert, bleu et blanc. Mais son expérience va prendre une toute autre dimension. Quelques semaines plus tard, en janvier 2013, Fabrice est endormi. Sa vie, soudain, bascule dans l'inimaginable. Je ne pourrais pas vous dire à quelle heure ça s'est produit, mais j'ai eu une paralysie et j'ai passé par un espèce de tunnel
et me retrouver dans un vaisseau, sur une table chirurgicale, avec 2 êtres d'1,90 m, très grands, habillés d'une cape. Leur visage, je ne pourrais pas vous le décrire, mais leurs mains, oui. Des très longs doigts, je dirais 3 doigts. Moi, je vois un des 2 êtres m'injecter quelque chose dans ma nuque. Quand je me suis réveillé, j'ai eu une sensation de peur, oui. Je me suis regardé dans les glaces de ma salle de bain et j'ai vu des triangles dans ma nuque. À la fin de son témoignage, je comprenais mieux pourquoi Fabrice ne souhaitait pas dévoiler son visage. En effet, comment raconter une telle expérience sans être pris pour un fou? Comment prouver aux gens ce que vous avez vécu, c'est réel? Pas évident, hein, de parler de ça aux gens. Je me suis fixé une règle, ne mépriser personne, écouter sans préjugés. Cependant, je m'interrogeais sur les incohérences entre les témoignages. À mon avis, c'est 2,10 m, 2,15 m. Des petits êtres, 1,30 m à tout casser. 2 êtres d'1,90 m. La tête d'aigle, mais l'aigle plus que royal. Hein. Des grands yeux avec des grands iris bleus. Il y avait 2 rondelles en plexi, là. Des très longs doigts, je dirais 3 doigts. La vraie question était celle-ci. Ces témoins ont-ils vraiment vécu des phénomènes inexpliqués, quelle qu'en soit l'origine, ou sont-ils des affabulateurs, des mythomanes, voire des psychotiques? La plupart semblaient sincères, mais étaient-ils crédibles? J'en étais là, un peu désorienté, lorsque mon informateur, après des semaines de silence, reprit contact avec moi. Ce jour-là, il me transmit une vidéo étonnante. Et que voyez-vous à ce moment-là? Des lumières, des flashs, des lumières au plafond. Sous hypnose, sans pouvoir tricher donc, des témoins semblent pouvoir se remémorer les détails de leur enlèvement. Serait-ce la preuve de la véracité de leur témoignage? Longtemps décriée, reléguée au rang de divertissement, l'hypnose est maintenant reconnue par le milieu scientifique et médical et utilisée à des fins thérapeutiques par plus d'1 millier de praticiens en France. À Bièvre, dans l'Essonne, Daniel Goldschmidt exerce comme psychologue et hypnothérapeute depuis 32 ans. Dans sa carrière, ce spécialiste a traité plusieurs personnes se disant victimes d'abduction et il se souvient encore de la toute première patiente à lui avoir fait un tel récit. Alors la première, c'était une jeune femme qui avait vécu en Algérie. Elle m'a raconté qu'elle était quelque part dans le désert avec sa sœur et qu'ils avaient vu un vaisseau et qu'elle se souvenait que le vaisseau avait atterri et ensuite elle avait une sorte de blanc. Alors je l'ai mise sous hypnose, qui est une technique, hein, tout à fait une technique. Hein. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que l'hypnose c'est quelque chose de sulfureux ou d'ésotérique. C'est une technique qu'on utilise maintenant dans les hôpitaux hein, pour faire des opérations. Et elle a vu donc quelque chose qui ressemblait à des enfants qui sortaient de la soucoupe. Et en fait, les extraterrestres lui ont expliqué qu'elle faisait partie des élus et qu'elle allait être, pas maintenant, mais un peu plus tard, transportée sur une planète qui n'était qu'une planète constituée d'enfants. Ces 10 dernières années, Daniel Goldschmidt a été confronté à 3 autres cas d'abduction. Une expérience quasiment unique en France pour un hypnothérapeute. Pour les faire parler, Daniel les met sous hypnose régressive, c'est-à-dire dans un état modifié de conscience qui s'apparente beaucoup au sommeil et durant lequel les patients ont accès à des souvenirs enfouis dans leur mémoire. Au départ, ces gens racontent quelque chose qui leur est arrivé, ils se souviennent d'un engin, ils se souviennent plutôt vaguement d'extraterrestres, mais il y a des grosses coupures dans le récit. Et ils viennent me voir parce qu'ils espèrent que l'hypnose va reconstituer totalement le puzzle, ce qui n'est pas toujours le cas quand même. À l'issue de la séance d'hypnose, ils se sentent mieux. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont vu des choses qui leur manquaient dans leur trame. Et puis, c'est comme dans tous les actes psychologiques, le fait de parler de son traumatisme aide à ce que le traumatisme s'intègre dans la trame psychologique de la personne. Alors, ce praticien croit-il au récit extraordinaire de ses patients? Je crois que ce sont des gens qui ont vécu quelque chose. Ça, j'en suis convaincu. Je ne pense pas que tout d'un coup, ils sont devenus fous comme ça pendant 5 minutes et ensuite ils ont récupéré leur raison. Je crois qu'ils ont vécu quelque chose, je ne sais pas du tout de quel ordre.
Absolument pas. Je suis incapable de dire de quel ordre. Et qu'ensuite, leur cerveau, on va dire ça, a reconstruit une histoire pour donner du sens. Étudier des cas d'abduction en utilisant l'hypnose régressive, c'est une méthode assez nouvelle en France. Seuls quelques hypnothérapeutes ont osé se lancer dans ce domaine. Pour trouver de vrais spécialistes de la question, il faut se tourner vers les États-Unis. Le pionnier de la discipline s'appelle Bud Hopkins. Cet ancien artiste-sculpteur a étudié plus de 6000 cas de personnes se disant victimes d'abduction. Mais le plus célèbre est John Mack. Ce docteur en psychiatrie, professeur à Harvard, a obtenu le prix Pulitzer, la plus prestigieuse distinction littéraire, en 1977, pour une biographie de Lawrence d'Arabie. Il a ensuite étudié 100 cas d'abduction, dont 65 sous hypnose régressive. En 1994, la publication de son livre « Dossiers extraterrestres, l'affaire des enlèvements » a fait l'effet d'une bombe. Il y affirme que les abductions sont bien réelles. Ces gens ne se connaissaient pas entre eux. Ils ont accepté avec beaucoup de réticence d'apporter leur témoignage. Le chercheur avait décrit des cas d'abduction. C'est ce qui les amenait vers lui. Eux-mêmes ne voulaient pas croire aux abductions. Ce que je peux dire, et cela a été prouvé car nous travaillons avec beaucoup de témoignages, c'est que ces gens ne présentent pas de symptômes apparents de maladie mentale qui pourraient expliquer ça. Bien sûr, on a beaucoup dit que ces gens ne faisaient que répéter ce qu'ils avaient vu dans les médias, mais n'y étaient pas spécialement exposés. Quoi qu'il en soit, ces témoins ont donné beaucoup de détails qui n'étaient pas dans les médias et qui sont extrêmement cohérents d'un témoignage à l'autre. À Vendôme, dans le Loir-et-Cher, réside et exerce Nicolas Dumont, psychanalyste, psychologue et disciple de John Mack. Lui-même a pu étudier plusieurs cas de personnes abductées et ses conclusions sont formelles. Dans les témoignages des personnes qui disent avoir été enlevées par des extraterrestres, on a des psychotiques, on a des gens qui se racontent des histoires, on a des gens qui, à partir d'un rêve, vont bricoler, il y a des gens qui sont fascinés par ça et ont tellement envie d'être spéciaux que voilà. Et puis il y a les abductés. Dans mes archives, je disposais du témoignage de Myriam qui se prétend abductée. À ce point de mon investigation, il était temps de réécouter son histoire. Je souhaitais la confronter à l'analyse de Nicolas Dumont. En décembre 87, Myriam part se reposer seule à Chamonix en Haute-Savoie. Et dans l'appartement situé au dernier étage de l'immeuble, elle va vivre une expérience qui la bouleversera à jamais. Il devait être 10h30, 11h du soir parce que j'étais assez fatiguée. Je vais pour me coucher, je ferme les yeux et à un moment donné, je me trouve dans un état presque, c'était pas ensommeillé, mais entre deux eaux, quoi, si vous voulez. Je vois, il y a de la lumière, alors que j'avais éteint la lumière, j'étais dans le noir. Je vois le Velux ouvert et je vois des petits êtres, deux petits êtres qui flottent avec un cordon qui descend, un câble qui descend du ciel. Et ce cordon, je le vois arriver jusqu'à moi et rentrer en moi. Je ne peux pas bouger, j'essaie de crier, de me tourner, je suis paralysée. Et à un moment donné, au bout de combien de temps, je ne sais pas, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux et là je regarde, tout est dans le noir, le Velux est fermé, j'allume la lumière, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? On se dit, on va perdre la raison parce qu'on se pose des questions. On peut se dire, mais est-ce que je suis saine d'esprit ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que j'ai pas rêvé ? Est-ce qu'on se pince ? Enfin, il y a beaucoup de choses, vous voyez. Certaines personnes préfèrent être prises pour folles. Enfin, qu'on leur dise que c'est fou ce qu'ils ont vécu et pas que c'est réel. Si c'est fou, on va me donner un traitement, on va faire sortir ce truc-là de moi. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il faut que j'aille faire un pas dedans et regarder ce qui m'est arrivé. Pendant 20 ans, Myriam n'aura qu'un vague souvenir du phénomène. Cauchemar ou réalité, elle choisit de ranger l'événement dans un coin de sa mémoire. Surtout, essayer de ne plus y penser. Mais en 2007, elle consulte un hypnothérapeute pour comprendre ce qui lui est arrivé ce jour-là. Je revois la scène où je me couche, le toit a disparu, je vois un énorme objet au-dessus de l'immeuble. Je sens que je suis allongée sur une table. Je suis recouverte d'un tissu, une espèce de tissu gélatineux, si vous voulez, sur moi. J'ai du mal à respirer. Et au bout de je ne sais pas combien de temps, on me retire cette espèce de peau gélatineuse, je ne sais pas comment dire. Je respire à nouveau, je regarde et là, je vois 3 ou 4 petits êtres qui sont à côté de moi, avec une grosse tête, des yeux assez volumineux, noirs. Au terme de cette première régression, Myriam a une conviction, elle n'a pas rêvé.
elle a bien vécu un contact extraterrestre. Mon état d'esprit dans lequel je suis à ce moment-là fait que, bon, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et ce que je pensais comme un cauchemar est relié à quelque chose de tangible. Cette réalité est donc avérée pour Myriam, mais cette abduction est un véritable traumatisme, comme pour tous ceux qui vécurent une telle expérience. Selon Nicolas Dumont, ce traumatisme au sens clinique du terme serait même une preuve de la réalité de ces enlèvements extraterrestres. On n'a jamais perçu, à ma connaissance, de traumatisme qui se passe sans événement extérieur. C'est-à-dire, vous n'êtes pas traumatisé par un rêve. Dans certains cas, il y a même des traces objectives du fait qu'il y a bien quelque chose d'extérieur à eux qui a interagi avec eux. Voilà. Analyse confirmée par John Mack, l'éminent psychiatre, professeur à Harvard. Pas un seul cas d'abduction n'a pu trouver une autre explication, quelle qu'elle soit. En croisant les témoignages, en analysant les histoires, en fouillant dans le passé des témoins, en cherchant des antécédents traumatiques dans leur enfance, des sévices sexuels, aucune de ces affaires n'a révélé quoi que ce soit d'autre que ce qu'elle est. Pour se remémorer plus précisément encore son enlèvement, Myriam décide de faire une deuxième régression. C'est alors que des détails extraordinaires surgissent. Elle se revoit sur la table dans le vaisseau, toujours entourée des 4 petits êtres, mais cette fois, elle ressent une étrange impression. J'avais pas peur. J'étais comme si ces personnes faisaient partie de ma famille. Mais je les connais depuis longtemps en plus. Ils me parlent, mais si vous voulez, ils me parlent pas comme vous. Et moi, c'est-à-dire comme je parle en ce moment, c'est télépathique. Je leur demande « Qu'est-ce que vous allez me faire ? Pourquoi je suis là ?» Et ils me répondent « Pour les prélèvements d'ovules ». Je dis rien, comme si c'était, si vous voulez, normal. Comme si je savais que j'avais accepté. Des êtres qu'elle semble connaître depuis longtemps, sous-entendant que ce n'est pas sa première abduction, des messages télépathiques, un prélèvement d'ovules, beaucoup d'éléments plutôt difficiles à accepter. Je voulais bien me montrer ouvert, mais ce témoignage allait quand même très loin dans l'étrange. Je découvris pourtant que d'autres abductés racontaient les mêmes événements. Les tout premiers à témoigner de ces prélèvements sont Betty et Barney Hill. Rappelez-vous, ce couple d'Américains enlevé en 1961. Barney décrira des séances très douloureuses de prélèvement de sperme. Betty se remémorera avoir subi l'introduction d'une longue aiguille dans l'abdomen. D'après elle, un examen gynécologique. Gary Wood et Colin Wright, enlevés près d'Édimbourg, en Écosse, en 1992. Charles Hickson, abducté en 1973 dans le Mississippi alors qu'il pêchait, ou encore Kelly Cahill, enlevé en 1993 en Australie, tous racontent les mêmes histoires de prélèvement de fluides corporels. Dans son livre Intruders, Bud Hopkins révèle que les prélèvements d'ovules et de semences sont généralisés en s'appuyant sur 32 cas d'abduction. On pourrait être considéré un petit peu comme des rats de laboratoire, avec peut-être un but tout à fait louable, peut-être. Mais quel genre de but ? L'être humain, d'après les abductés, est l'objet de recherche sur le plan génétique parce que son génome se rapprocherait de celui de ces visiteurs-là. Alors, est-ce qu'ils cherchent effectivement à réaliser une hybridation, comme nous en parlent les abductés, c'est-à-dire une nouvelle espèce qui aurait des atouts de l'espèce humaine et qui aurait aussi les atouts de leur espèce? L'hybridation, un croisement entre les êtres humains et les extraterrestres. Là, franchement, ça semblait devenir aberrant, même si cette théorie est soutenue par d'autres abductés. Dans son témoignage, Stan Romanek, l'abducté le plus décrié du monde, affirme avoir été mis en contact avec certains de ses enfants conçus par hybridation lors d'un enlèvement. Dans les premières abductions, il y avait une femme qui était en train d'accoucher à côté de lui. On lui retirait son bébé. On s'est aperçu que les femmes étaient quelquefois l'objet de fécondation, on va dire, mais ces fécondations n'allaient jamais jusqu'à l'accouchement. Avant l'accouchement, le fœtus était prélevé. En Italie, une jeune femme, Giovanna, apporte un témoignage encore plus déroutant. Victime, selon elle, d'enlèvement par les extraterrestres depuis sa plus tendre enfance, elle raconte avoir subi 18 inséminations d'un embryon hybride lors de ses abductions. Toujours d'après son récit, les 17 premières fois, elle est de nouveau enlevée et le fœtus lui est retiré. Mais la supposée 18e fois, la fin est différente. Giovanna décide de passer une échographie qui révèle qu'elle est réellement enceinte.
C'est alors qu'elle décide de subir un avortement et le résultat est très perturbant. Cette vidéo a été tournée par une équipe de télévision italienne qui certifie son authenticité. Mais les médecins qui auraient pratiqué cet avortement souhaitent conserver l'anonymat. Impossible donc de localiser la clinique. J'ai vu l'embryon. Bon, on n'est pas devant un embryon humain, c'est clair. J'avoue que je ne saurais trop de quoi il s'agit. Bien sûr, les images l'attestent, ça n'est pas un embryon humain. Mais alors de quoi s'agit-il? Difficile de répondre à cette question, d'autant que l'analyse médicale et scientifique de cette créature serait conservée secrètement dans un laboratoire italien. Trop de zones d'ombre entouraient cette histoire pour que je la prenne totalement au sérieux. Cet embryon présentant des similitudes avec celui d'un lapin, je décidai de montrer ces images à un vétérinaire, le docteur Raphaël Brasseur. Ça m'évoque, ça me fait penser à un avorton, à un mammifère mort-né, mais je ne peux pas vraiment en dire plus. Pour déterminer l'espèce précisément, c'est vraiment pas facile. Un bébé lapin, ça ressemble un peu à ça. Ce qu'on peut éventuellement formuler comme hypothèse, c'est en plus que ce soit ce qu'on appelle un monstre, c'est-à-dire un individu mal formé. Monstre ou avorton, d'accord. Mais la vraie question était celle de son éventuelle parenté avec l'anatomie humaine. Je ne vois pas d'éléments qui me fassent penser à un être humain. Bon, il faut toujours avoir à l'esprit, évidemment, que tous les mammifères ont quasiment 99% de gènes en commun. Dans les premières étapes du développement du fœtus, on a des étapes de l'embryon qui ressemblent effectivement à des structures proches de reptiles ou d'amphibiens. Restait à savoir si, selon le docteur Brasseur, nous étions en présence d'un être factice, artificiellement créé, bref, d'une supercherie. Quant à dire que c'est fabriqué, j'ai pas d'éléments objectifs non plus pour le dire, mais je ne raccroche pas cet ensemble à quelque chose de connu pour moi. Ces images dérangeantes me rappelaient d'autres affaires. En 2007, à Metepec, au Mexique, un fermier découvrit une étrange créature prise dans un piège à souris. Mesurant à peine 10 cm, cette créature possédait, d'après les scientifiques qui l'ont étudiée, les caractéristiques d'un reptile, mais également des similitudes avec l'homme, notamment la taille imposante de la partie arrière du cerveau. 3 ans plus tard, en 2010, au Chili, dans la petite ville de Fresia, un étrange fœtus aurait été découvert. Vrais embryons ou faux fabriqués par des personnes avides de célébrités, des récits d'abductés semblent en tout cas corroborer cette théorie d'être hybride. De nombreuses femmes racontent que lors d'un enlèvement, des extraterrestres leur ont présenté un enfant conçu par croisement génétique lors d'une précédente abduction. Bud Hopkins a relevé plus de 200 cas similaires. Systématiquement, on demandait à la maman, c'est ton enfant, on lui demandait, touche-le, caresse-le, prends-le avec toi, c'est ton enfant. Et puis après, donc, l'enfant était séparé une fois, et la maman était réenlevée bien plus tard, quand l'enfant avait encore grandi, et on lui demandait encore, voilà, ton enfant, il est là, tu peux le toucher. Ces personnes ont révélé avoir déjà demandé pourquoi est-ce qu'on leur représentait cet enfant qui finalement était à eux, mais bon, qui avait une apparence quand même assez différente. Les visiteurs leur avaient répondu qu'il y avait un besoin pour l'enfant de sentir sa maman. Ça permettait d'augmenter ses chances de survie. Alors si je comprends bien, les extraterrestres enlèvent des êtres humains pour créer une nouvelle race hybride. Se pose alors une question, quel serait le but de cette hybridation? Mark Gray est consultant en marketing et aussi ufologue. Pour ce spécialiste des abductions depuis une dizaine d'années, pas de doute, l'hybridation par les extraterrestres est une réalité, et ce dans un but bien précis. La raison qu'ils donnent aux abductés, aux expérienceurs, c'est de s'hybrider avec nous pour nous donner ce niveau de conscience plus élevé que nous, pour aspirer justement à une évolution qui nous évitera de courir à notre perte. Donc pour éviter ce cataclysme, c'est la raison qu'ils donnent aux abductés, c'est de s'hybrider, de donner un petit peu de leur ADN. Cette possible hybridation aurait donc un but pacifiste, une sorte de droit d'ingérence pour nous sauver d'un destin funeste. Beaucoup d'abductés et de contactés
reçoivent des images de catastrophes naturelles, de cataclysmes. La Terre en train de brûler, des tsunamis à gogo, les volcans en éruption, etc. C'est peut-être pour nous montrer ce qui va arriver. En Afrique du Sud, une histoire vient à l'appui de cette théorie d'extraterrestres tentant d'avertir les terriens d'une catastrophe future. John Mack est intervenu sur un cas assez saisissant qui a concerné une école d'enfants en Afrique du Sud, dans laquelle les enfants n'ont pas été abductés, mais ont vu un vaisseau se poser, des êtres en sortir, ont été vraiment tous très choqués par ce contact en fait. Ces êtres les ont regardés et tous les enfants ont reçu ce message écologique. Ils ont été en fait un peu comme imprégnés d'images en fait de catastrophes écologiques. Quand ils sont revenus, les instituts n'étaient pas là, ils ont accueilli les enfants complètement choqués qui leur ont raconté tout ça. Bon, l'hypothèse de l'hallucination collective est toujours séduisante. Bon, moi j'y crois pas trop personnellement. On trouve que beaucoup d'abductés, après leurs expériences, ont un amour de la planète et écologique qu'ils n'avaient pas avant. Donc, ou deviennent spirituellement beaucoup plus ouverts, alors qu'avant ils étaient hyper matérialistes, athées, ne croyaient absolument à rien. Là encore, je n'étais pas convaincu. Cette théorie d'hybridation, vraiment, je ne pouvais pas y adhérer. Je sentais que mon enquête basculait vers des zones fumeuses, des hypothèses sans fondement. Ces affaires d'enlèvement étaient excitantes pour l'imagination, mais je n'avais toujours pas de preuves tangibles pour me faire une idée définitive sur la véracité des abductions. J'avais compris qu'il y persistait des traces psychologiques pour les abductés. On se dit on va perdre la raison parce qu'on se pose des questions. On peut se dire mais est-ce que je suis saine d'esprit? Mais qu'en était-il des traces physiques? Pour la dernière fois, je devais retrouver mon contact. Et j'espérais bien qu'il me donnerait enfin une info pour découvrir des preuves. De quoi me forger une opinion. Ce matin-là, il me parla d'un homme, Charles, qui aurait subi une abduction dans la région normande. Cet homme aurait aujourd'hui encore des traces physiques de ses contacts rapprochés. Mon informateur avait accepté de me mettre en relation avec Charles. Selon lui, l'homme était crédible. Commerçant à la retraite, marié et père de famille, il ne souffrait d'aucun trouble psychologique diagnostiqué. Et si cet entretien était celui grâce auquel j'approcherais la vérité? Tout de suite, Charles me parla d'un prélèvement que les extraterrestres lui auraient fait subir. Un matin, je me lave les dents, je sentais un petit picotement sur la langue. Donc, qu'est-ce que je fais devant la glace? Je regarde ce que j'ai sur la langue. Et là, à ma grande surprise, j'avais un trou. Et c'était cicatrisé. Immédiatement, je pensais à d'autres abductés qui racontaient revenir de leur enlèvement avec des marques, cicatrices ou lésions sur différents endroits du corps. Comme Fabrice. Je me suis regardé dans la glace de ma salle de bain et j'ai vu des triangles dans ma nuque. Ou Stan Romanek, qui à chacun de ses 6 enlèvements se réveillait avec des marques dans le dos, sur les jambes ou sur les mains. Je me rappelais également d'un élément que Nicolas Dumont, le psychothérapeute, m'avait confié. Parfois on ajoute les traces corporelles comme étant des preuves claires du fait que, bah oui, forcément, elle était abductée, regardez, elle a des traces corporelles. À mon sens, c'est pas des preuves suffisantes. C'est pas des preuves suffisantes. En hypnose, on peut faire ça. Il y a eu d'ailleurs Léon Chertok qui raconte cette expérience qu'il avait faite où il avait posé une pièce de monnaie sur le bras d'une personne en disant cette pièce, elle est chaude, elle est vraiment très chaude, enfin, elle est bouillante. Il pose la pièce de monnaie et la peau crée des cloques. Et il fait l'inverse, il met une pièce extrêmement chaude sur la peau et dit la pièce est froide et la peau ne crée pas de cloques. Si ces marques ne représentaient donc pas des preuves irréfutables, la suite du récit de Charles allait m'apprendre un détail crucial. Tout commence en octobre 1976, lorsque Charles rentre de son travail en voiture. Au loin, je vois un gros truc, pour moi, un gros truc en feu dans la plaine. J'ai dit, tiens, le cultivateur travaille tard ce soir. Voilà, bon. Plus j'approchais, plus je voyais que ce n'était pas un tracteur. Et à 300 ou 400 mètres de l'engin, je me suis trouvé paralysé dans la voiture. Et aussitôt, j'ai eu, disons, une communication mentale, télépathique. Tais-toi, tu ne diras rien. Bon,
J'ai passé devant l'engin. Alors c'était magnifique. Alors ça avait 8-10 mètres de diamètre, 2 mètres de hauteur à peu près. Alors de toutes les couleurs. J'étais vraiment connecté à l'engin. Et il n'y avait que l'engin qui comptait. Après cette vision, Charles rentre chez lui mais s'aperçoit que le trajet qui devait durer 20 minutes a en fait duré près de 5 heures. Un temps manquant que Charles ne pouvait s'expliquer et une expérience qu'il lui était impossible de raconter à sa femme. Partir à 18h, faire 20 minutes de route et rentrer à 23h, il y a un problème. Et je voulais en parler à mon épouse, tais-toi, tu ne diras rien. Je me retrouvais pratiquement paralysé quand je voulais en parler, vous voyez ? Après cette expérience, Charles n'est plus le même et tombe en dépression. Toutes ses convictions religieuses s'effondrent. Quand j'étais enfant de cœur, j'étais le premier enfant de cœur même, donc j'étais très croyant. Et là, j'étais complètement désarçonné, parce que je ne comprenais plus rien. Je sais pas, je voulais me fiche en l'air, parce que j'étais complètement paumé, quoi. C'est alors qu'il se replonge dans la Bible et réinterprète certains passages, n'y voyant plus l'œuvre de Dieu, mais des extraterrestres. J'ai vu le buisson ardent, et quand on reprend la Bible et quand on lit l'histoire du buisson ardent, on voit bien qu'il s'agit, allez, on va dire, une soucoupe, j'aime pas employer ce terme, mais d'une soucoupe volante. Hein, ce buisson ardent, ces feux, c'est ce que j'ai vu, parce que c'est plein de lumière. Le buisson ardent est, dans la tradition biblique, la révélation du Dieu éternel à Moïse. Lors de ce passage, Yahvé l'appelle de l'intérieur d'un buisson qui brûle sans jamais se consumer. Le récit de Charles et cette réinterprétation de l'Ancien Testament n'est d'ailleurs pas, pour certains, la seule trace de contact extraterrestre dans l'histoire. Depuis des milliers d'années, nous avons autour de nous des signes, en tout cas à travers les écrits de nos anciens, des signes qui correspondent à des visites et des rapports qui ont eu lieu avec ces êtres. On a retrouvé dans des tombes mayas comme des sortes de petits avions. On a retrouvé dans une tombe égyptienne un espèce de, on dirait un planeur, vous voyez, c'est ravissant, ça vole. Hein. Donc à cette époque-là, ils n'étaient pas censés quitter la Terre. Chez les Indiens d'ailleurs, on parle aussi de Vimana, des engins capables de se déplacer. Ces engins, les Vimana, sont décrits avec des possibilités de missiles qui explosent, avec des batailles titanesques. Il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est la ville d'Ica. Et à côté de la ville d'Ica, il y a quelques décennies, des paysans, en labourant leurs champs, après des crues de rivière, se sont mis à remonter des pierres assez curieuses, parce qu'il y avait des dessins dessus. Et sur ces pierres, il y avait quand même des êtres qui regardaient avec des lunettes astronomiques, des êtres qui étaient sculptés dans la pierre avec des dinosaures. Vous aviez des opérations chirurgicales, avec des gens à qui on ouvrait visiblement le cœur. Vous voyez comme des instruments qui étaient des instruments modernes. On peut considérer qu'il y a des débuts de preuve et qu'il y a des choses extrêmement troublantes. Oui, Charles n'était pas le seul à penser que les visites extraterrestres durent depuis des milliers d'années. Après 9 ans de silence, il voulut en savoir plus sur son expérience. Lui aussi, il choisit l'hypnose régressive, qui semble être une des meilleures clés pour comprendre ce phénomène. C'est là, donc, sous régression hypnotique, que j'ai vu que j'étais rentré dans l'engin. À l'extérieur, on voyait que des lumières. J'ai monté 4 ou 5 marches. Il y avait un être qui était sur ma droite, qui m'attendait. Et il y avait une table, genre table d'opération. Et là, sur la droite, est venu un être plus grand, et il avait une seringue à la main. Et c'est là qu'il m'a implanté donc ce truc dans la jambe. Un implant dans le mollet? Voilà qui devait se vérifier tout de suite. Sous ma main, je sentais effectivement une protubérance. En Californie, le docteur Lear, un chirurgien podologue, s'est spécialisé dans les opérations de retrait d'implants extraterrestres. Entre 1995 et 2001, il a effectué sur des abductés 11 opérations d'extraction d'implants. À l'analyse des photos du docteur Lear, je m'aperçois que ces implants sont très différents les uns des autres, en taille et en forme. Des pépins, des triangles, des microbilles, d'une taille variant de 1 à 10 mm.
Et selon le docteur Lear, l'origine extraterrestre de ces implants ne fait aucun doute. Pour étayer sa théorie, il s'appuie sur 2 faits troublants. Premièrement, pas d'infection ou de cicatrices apparentes sur ces patients, ainsi que la présence d'un réseau nerveux autour de l'implant, écartant l'hypothèse de corps étrangers pénétrant les victimes à leur insu. Deuxièmement, la composition atomique de ces implants ne correspond pas à un phénomène naturel. L'analyse a montré la présence d'europium, nuthénium et samarium. Ces 3 éléments extrêmement rares sur Terre se trouvent principalement au cœur des météorites. C'est très difficile à extraire. L'implant est pris dans les chairs déjà, comme faisant partie intrinsèque de l'être dans lequel il est implanté. Maintenant, je fais le parallèle avec l'humain. L'humain a des implants, l'humain implante les animaux domestiques, implante le bétail. L'humain le fait, pourquoi ne pas accepter que d'autres êtres le font déjà depuis longtemps sur nous? Alors, si ces implants existent vraiment, à quoi serviraient-ils? J'ai toujours eu, alors, est-ce une impression? Est-ce un ordre? Est-ce un commandement? Je ne sais pas. De ne pas chercher à savoir, de ne pas chercher à me le faire enlever, voyez-vous? Donc, de vivre avec. Depuis plus de 35 ans, Charles vivrait donc avec un implant dans le mollet. Mais il n'acceptera jamais de passer un scanner ou une IRM pour confirmer cette présence, malgré ma demande. Il y a beaucoup de cas chez les abductés, quand ils se décident s'ils ont trouvé un chirurgien pour extraire cet implant, ils, souvent au dernier moment ou avant, décident de ne pas l'enlever. C'est ça qui me fait dire que dans cet implant, il y a plusieurs facteurs. C'est un implant qui sert à beaucoup de choses. Géolocalisation de la personne en question sur la planète, et aussi le contrôle mental. Un contrôle mental. Les extraterrestres utiliseraient donc ces implants pour donner des ordres et suivre à la manière d'un GPS les abductés implantés. Pendant une vingtaine d'années, ils me servaient à rentrer en contact avec mes visiteurs. C'est-à-dire que j'ai une boule comme une framboise. Quand elle devenait rose et qu'elle grossissait, dans les 3 ou 4 jours qui venaient, j'avais un contact. Ils venaient régulièrement, mais il faut aussi avouer que je leur demandais de venir. Je pense que j'ai été conditionné, disons, entre guillemets, à vivre avec eux. C'est ma vie. J'ai été choisi, pourquoi, je n'en sais rien. Mais ça ne regarde pas les autres. En quittant Charles, j'avais le sentiment d'arriver au bout de mon investigation. Une enquête qui m'avait mené aux frontières de l'étrange sur les traces des extraterrestres. Au terme de ces rencontres et de mes recherches, je parvenais à une première conclusion. Les personnes qui m'avaient confié leurs histoires d'enlèvement me paraissaient sérieuses et crédibles. Un sentiment que le docteur en psychiatrie américain, professeur à Harvard, John Mack, et le psychologue Daniel Goldschmidt semblaient partager. Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire à ces gens. Ils sont sains d'esprit. Ils n'y croient même pas. Cela bouscule leur conception de la réalité et pourtant, ça leur est bien arrivé. Je peux en témoigner en tant que psychiatre. Je crois que ce sont des gens qui ont vécu quelque chose. Ça, j'en suis convaincu. De plus, il existerait des preuves tangibles de ces enlèvements. Des implants retrouvés dans différentes parties du corps de la grande majorité des abductés. Et c'est là qu'il m'a implanté ce truc dans la jambe. Des marques et des cicatrices. Je me suis regardé dans la glace de ma salle de bain et j'ai vu des triangles dans ma nuque. Et même des vidéos et des photos semblant attester de la véracité de ce phénomène. Tout cela me laissait penser que ces enlèvements pourraient peut-être exister. Mais une question demeure. Si on accepte que ces abductions sont réelles, pourquoi les extraterrestres ne se manifestent-ils pas au grand jour, déclarant au monde entier leur existence? Nous sommes bien loin d'une telle révélation. Mais c'est vrai, même si j'ai pas mal bourlingué au limbe du monde palpable parfois, l'idée des êtres hybrides vivant parmi nous, des extraterrestres surveillant nos moindres faits et gestes me laisse sceptique. Mais je l'avoue, je jette parfois vers le ciel un regard intrigué.